Hi, I'm John Maxwell. When the top companies in the world are looking for trainers, speakers, and coaches, there's one name that stands above the rest, and that's Maxwell Leadership. Our certified team members have gotten proven results for companies all over the globe, and our reputation, I'm proud to say, is second to none. Some of our members have risen to the top of their profession, including the one you're going to meet today. I proudly introduce you to my friend Bob Fabian Zinka. Welcome to the Leadership and Success Podcast with your host, Coach BZ, where we help you lead with purpose and succeed with impact. If you're ready to grow into the kind of leader others want to follow, this podcast is for you. If you're determined to elevate your success and leave a lasting legacy, this podcast is for you. As my mentor, Dr. John C. Maxwell reminds us, everything rises and falls on leadership. Our goal is simple: to inspire you, challenge you, and equip you with insights that can transform the trajectory of your leadership journey. Welcome aboard to another episode of the Leadership and Success Podcast with Coach B. Bonjour et bienvenue. Je suis vraiment contente de vous accueillir et de vous présenter notre organisme de formation. Nous l'avons tellement pensé, travaillé, rêvé même, j'ai envie de vous dire. On y a mis tout notre cœur, toute notre expertise pour vous proposer le meilleur de notre savoir-faire et de nos formations. Et pour commencer, je voulais vous dire quelque chose de vraiment essentiel. Vous venez de pousser une porte, mais pas n'importe quelle porte. Vous venez d'ouvrir la porte de notre organisme de formation. Et sachez que derrière cette porte, c'est un petit peu comme si vous rentriez dans la vraie vie, dans un vrai endroit, et que vous allez rencontrer des vrais humains, parce que c'est vraiment ça qui fait le fondement de ce qu'on a pensé, de ce qu'on a voulu, et ce qui nous motive chaque jour. La relation humaine, la formation de l'humain, l'expertise et la compétence dans la formation de l'humain. Donc nous sommes bien réels, nous sommes bien là. Alors, bonjour à tout le monde de la famille francophone sur LinkedIn et sur YouTube. Donc, c'est coach Busy ici des États-Unis et je veux vous dire la bienvenue. Ça sera le premier show qu'on va faire complètement en français. Donc, excusez mon accent. Des fois, je vais utiliser des mots un peu anglais, mais vous devrez bien me comprendre. Mais comme on aime commencer ici, on va prendre un temps pour ce qu'on appelle notre moment de gratitude. C'est lorsqu'on passe un petit moment pour être remerciant. C'est ça. Donc, peut-être que vous pouvez fermer vos yeux et vraiment penser à une chose dont vous êtes remerciant maintenant là. Je sais qu'il y a beaucoup de chaos partout au monde, mais qu'est-ce qu'il s'est passé dans votre vie et vous êtes remerciant dans ce moment? Moi, je suis remerciant que je suis toujours vivant. Okay? Je suis allé au lit la nuit passée et je suis réveillé aujourd'hui. Et tant que je suis vivant, il y a de l'espoir pour moi. Donc, dites-nous d'où vous venez, d'où nous écoutez-vous, quelle ville, quelle région et quel pays? Au Canada, en Europe, en Afrique. Et il y a une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Et puis, si vous avez des questions pour mon invité aujourd'hui, frappez la question ci-dessous et nous y répondrons en direct. OK, je vais essayer d'introduire notre invité aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du leadership conscient à l'ère de l'IA, l'intelligence artificielle et du burn-out. Donc, attendez un peu. Je vais mettre le ticker pour que vous puissiez savoir de qui on va parler aujourd'hui. Donc, je disais, on va parler du leadership
conscient. À une époque marquée par l'accélération de l'intelligence artificielle, l'épuisement émotionnel, l'hyperconnexion et une pression croissante à toujours performer, comment les leaders peuvent-ils vraiment rester humains, alignés et intérieurement stables? Cette semaine, j'ai l'honneur d'accueillir Nathalie Colomba. Euh, Elle est une auteure, entrepreneur, conférencière et fondatrice de Transformation et The Happiness House, donc trans-formation.org. Depuis plus de 15 ans, Nathalie accompagne des dirigeants, entrepreneurs, professionnels en transition et en personne, en quête de sens afin de les aider à se reconnecter à eux-mêmes, aligner leurs valeurs avec leurs actions et développer un leadership plus conscient, plus humain et émotionnellement intelligent. Son travail intègre le leadership conscient, l'intelligence émotionnelle, les neurosciences, les transformations intérieures, le leadership centré sur l'humain, la conscience spirituelle, la résilience et l'alignement et le leadership dans les environnements sous haute pression. En tant que dirigeant en cybersécurité et commandant en guerre de l'information dans la marine américaine, je pense que cette conversation arrive à un moment essentiel. Trop de leaders, je crois, aujourd'hui souffrent silencieusement de burn-out, d'isolement, de perte d'identité et d'une culture du leadership basée uniquement sur la pression et la performance. Et le mentor Nathalie apporte un message puissant. Le leadership ne se résume pas à la performance, il s'agit d'alignement de conscience, d'humanité et de devenir visionnaire sans se perdre soi-même dans le processus. Donc, nous parlerons également de son puissant ouvrage, Leadership conscient, montez en compétences, devenez visionnaire. Ce que vous apprendrez, c'est la différence entre le leadership traditionnel et le leadership conscient, mais aussi l'importance de l'alignement intérieur et de la conscience de soi. Donc, sans plus tarder, aidez-moi à accueillir au leadership et Success, un podcast avec Coach Busy, la menteuse Nathalie Colombat. Bonjour Nathalie, comment ça va? Hello. Bonjour, bonjour, bonjour. Merci, merci. Ça va très bien. Merci. Merci pour l'invitation. Merci pour le sujet. Merci pour ce temps d'échange. C'est vraiment un très grand honneur de parler avec vous. Et vous venez de Lyon, en France, n'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait. Oui, à Lyon, en France. Et moi, je suis à San Francisco, en Californie. C'est vraiment très étonnant comment est-ce que la technologie peut nous ramener ensemble. Donc, pour commencer, j'aime toujours commencer le podcast par demander de quoi êtes-vous reconnaissante aujourd'hui? Alors, vraiment, aujourd'hui, si je disais, pardon, ici et maintenant, je suis reconnaissante pour la technologie. Oui. Exactement pour ce que vous êtes en train de dire. C'est incroyable parce que je suis à Lyon, en France, et vous êtes à San Francisco, aux États-Unis. C'est juste waouh quand on réfléchit à tout ça. Donc j'ai beaucoup de reconnaissance et de gratitude pour le développement de la technologie, pour cette magie-là, pour ces possibilités-là. Et plus largement, je dirais, je suis reconnaissante un petit peu pour la même chose que vous avez dit tout à l'heure, d'être en vie. D'être en vie. Les parcours de vie sont pas toujours évidents. On est tous éprouvés à un moment ou un autre dans notre chemin de vie. Et en préparant cette émission, j'ai effectivement remonté différentes étapes de la vie parce que pour réfléchir à cette notion de leadership et de conscience. Et je me dis, waouh, on est vivant. On est vivant, on est en bonne santé et un tout petit peu plus classiquement, je dirais, j'ai mes 3 enfants avec moi. Et je suis reconnaissante pour ça parce que la vie n'a pas été facile et on est vivantes toutes les 4. Alors, merci. Voilà. C'est vraiment très impressionnant. Et c'est vrai que si tu n'as pas de bonne santé, la vie n'a pas de sens du tout. Hein? Oui, c'est difficile. Effectivement, on dit toujours que l'or du monde se trouve dans la santé, effectivement.
OK, ça c'est Daniel, il est de Floride, il ne parle pas français du tout. Je suis sûr qu'il a utilisé l'intelligence artificielle pour traduire ça, mais il va revenir quand on va faire ça en anglais. Ah oui, Merci c'est ça. beaucoup, Daniel. Pour ceux qui écoutent en direct sur YouTube et sur LinkedIn, vous pouvez poser vos questions maintenant. Donc, je voudrais aussi savoir, mentor Nathalie, pour ceux qui te voient pour la première fois, est-ce que il y a quelque chose à propos de toi que la majorité des gens ne savent pas? Oui, il y en a pas mal. Quelques- quelques-unes. Alors, Quelque chose de spécial? oui, alors quelques-unes sur laquelle on peut réfléchir et qui fait beaucoup écho sur mon parcours et qui illustre un tout petit peu là où je suis devenue maintenant. Alors, je suis végétarienne. Oh, très bien. Voilà, je suis végétarienne depuis 2013 Wow. et je n'ai pas de télévision. Voilà, Wow. je n'ai pas de télévision et je n'ai pas de canapé. Wow. Ça, Voilà, c'est alors très bien ça. j'ai Ma première fille, elle est végétarienne aussi. Ça fait à peu près 5 ans maintenant. C'est pas facile d'être végétarien ici. Parce que la viande, c'est pratiquement partout. Ça prend un peu de discipline, ça. Hein? Oui, Ouais. exactement. Ça demande 2 choses. Ça demande, de faire face au regard des autres et Ouais. on rentre directement dans le vif du sujet du leadership, hein, mais Ouais. ça demande de faire face au regard, des autres, d'assumer le regard des autres et d'assumer leurs réflexions Ouais. parce que, quand on parle d'ouverture, et d'état d'esprit, finalement, on ne sait pas toujours de quel côté c'est le plus fermé. Ouais. Et puis, c'est un chemin de transformation. Hmm. Moi, je dis toujours, je veux convaincre personne. Si on Mhm. me demande comment ça vit à l'intérieur de moi, je l'explique, mais c'est, Ouais. à mon sens, un chemin intérieur et une transition qui se fait progressivement et en Mhm. fonction de qui on est à l'intérieur de soi. C'est ça, c'est ça. Mais pour ceux qui veulent faire ça pour une bonne santé au moins, je sais qu'en Amérique, on mange trop de viande. Il faut même manger de moins en moins de viande et de plus de légumes c'est vraiment très, très bien pour... J'ai perdu le son, Bob. Oh, vous, vous m'écoutez maintenant? J'entends bip, 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 bip. Attends un peu. Ça, tout d'un coup, ça a flouté ta voix. Attends, Ça y est, c'est bon. OK, OK. C'est Oui, bon. je dis ça seulement pour ceux qui veulent faire ça pour la bonne santé, parce qu'il y a beaucoup de raisons pour être végétarien. Il faut seulement manger moins de viande et plus de légumes et des fruits. Surtout aux États-Unis, on a besoin de ça. Parce que manger les viandes tous les jours, tout le temps, ça nous rend vraiment malade. Hein. Oui. Et puis très, très, très gros aussi. Euh, C'est surtout savoir qu'on peut trouver les protéines ailleurs que dans la viande c'est ça. et qu'il vaut mieux réfléchir en termes d'équilibre nutritionnel Mhm. que Ouais. de plaisir pour faire du bien au cerveau. Voilà, pour Donc, rester moi, soft. j'espère qu'on va inspirer beaucoup de gens qui vont écouter. Donc, ils vont être exposés à beaucoup d'idées et j'espère qu'ils vont essayer certaines des idées que tu vas nous donner aujourd'hui pour améliorer notre vie et notre leadership. Donc, pour commencer, parlons de ton histoire d'origine. Qui est Nathalie Colombat? Euh, pour celles et ceux qui vous découvrent aujourd'hui pour la première fois, qui êtes-vous au-delà de votre CV et de tous vos titres? Euh, je dirais, je crois que je suis une personne avant tout qui cherche à comprendre l'humain en profondeur. Hmm. J'ai une passion pour la recherche et pour la transmission. Et c'est vrai que mon parcours est multiple, mais Ouais. il raconte souvent toujours la même quête, la même idée, c'est celle du Mhm. sens, celle de la conscience et de la Mhm. transformation humaine. C'est vraiment quelque chose qui me vient depuis toute petite, en fait. Wow. Ça, c'est très intéressant. Vous aviez quel âge quand vous avez commencé à parler de la conscience, à penser à la conscience humaine?
Alors là, on plonge dans mes souvenirs. Alors, j'ai j'ai des souvenirs, mais je savais pas que ça s'appelait comme ça, en fait. Mhm. C'est-à-dire, Oui. j'ai des souvenirs quand j'ai en fait, le plus grand souvenir que j'ai c'est avec la musique. Ah, Quand j'étais petite, à mon époque, on avait encore ce qu'on appelait les Walkman oui, avec les cassettes à l'intérieur oui. et on pouvait Mhm. mettre le casque sur les oreilles. Oui, Et j'écoutais beaucoup les soirs avant de m'endormir la musique et aussi, bon, peut-être on parlera de ça après, mais comme j'étais sportive de haut niveau, alors on faisait aussi beaucoup de voyages pour aller faire les compétitions. Donc on passait beaucoup oui. d'heures en voyage et j'écoutais cette musique et euh, en fait, je percevais, voilà, Mhm. je percevais le son, je percevais les vibrations et j'arrivais à percevoir les instruments, les différents Oui. instruments. Et j'avais Mhm. l'impression que j'arrivais à me projeter en fait à l'intérieur de cette musique. Donc Ouais. c'est déjà un acte de pleine conscience Mhm. que d'arriver à sortir de soi un petit peu et à se dissoudre et à se fondre dans la musique, Wow. dans la composition de la musique, dans les instruments. Ouais. Mais je ne savais pas du tout que c'était de la conscience ou de la pleine Mhm. conscience. Donc, je dirais vraiment très jeune, ouais, j'avais 7-8 ans sur les souvenirs qui peuvent revenir. Wow. Ça, c'est vraiment très, très puissant, ça. Et c'est vraiment la puissance de la musique, c'est vraiment très universel. C'est pourquoi l'une des questions que j'aime poser à ceux à qui je parle, c'est est-ce qu'il y a une chanson ou bien même un livre ou un documentaire ou un film qui sera l'hymne de votre vie? Euh, Waouh. est-ce qu'il y en a un? Alors pour la musique, je pense qu'il y en a plusieurs parce que j'ai vraiment des souvenirs de quand j'étais petite. Mhm. Mais autrement, il y a des livres qui m'ont accompagnée tout au long du chemin. Euh, des films. Alors, en fait, c'est bizarre parce que pour parler d'évolution et de Mhm. transformation, bon, comme c'est un petit peu ce qui m'habite, je Ouais, dirais que, en fait, c'est étonnant parce que à chaque étape de développement de vie, de naissance et d'acquisition de conscience, c'est que l'univers venait vous déposer l'écriture dont vous avez besoin. Donc, ouais, en fait, à tel âge, il va vous apporter une musique et un livre. À âge, il va vous apporter une autre musique et un autre livre. ouais, Il y a quelque chose de particulièrement marquant qui a vraiment commencé à ouvrir les choses. C'est tout ce qui a touché à la PNL, à l'analyse mhm, transactionnelle, à la méditation, au ouais. magnétisme. Ça, c'est vraiment. Et j'avais quel âge? J'avais 15 ans à peu près Waouh, très jeune. quand ça, quand ça a ouvert en fait ce champ-là de conscience, mais plutôt dans le sens de découverte que ça existe. Ouais, Et je peux commencer à trouver des références à l'extérieur de moi waouh, pour croire et penser que c'est pas juste une conception de mon esprit ou moi qui suis ouais. complètement différente, mais globalement, enfin, il y en a d'autres qui le pensent, il y en a d'autres qui le vivent, il y en a d'autres qui l'écrivent. Et Mhm. ça a été vraiment, ouais, la PNL a été vraiment le tout début d'une révélation en fait. Ça a été Waouh. le step, la marche. C'est Voilà. c'est très pertinent, ça. Donc, aujourd'hui, vous êtes un mentor en leadership conscient. Que signifie réellement cette expression pour vous? Conscient, leadership conscient. C'est quoi ça? Euh, Waouh, il y a plein de choses qui viennent. Oui. Parce que j'aime plus J'ai une savoir comment est-ce que c'est différent du leadership comme les gens le savent dans le business. Alors, le leadership conscient, je dirais que c'est d'abord la capacité à se voir soi-même avec Mm. honnêteté,
en sortant de ses propres schémas et de ses propres pilotages automatiques. J'ai souvent une expression qui dit sois entrepreneur de ta vie. Donc ce leadership conscient, c'est aussi une capacité à remettre en question et à garder en permanence à l'esprit que l'autre n'est pas soi, que notre représentation du monde, en fait, est bien différente de la nôtre. Et pour résumer, faire un petit peu court, j'aime bien dire que la carte n'est pas le territoire. C'est vraiment la différence, effectivement, entre comprendre qu'il y a une réalité et qu'il y a une représentation qu'on se fait de cette réalité. Yes. Donc, ce leadership de conscience, c'est une partie, voilà, comprendre ce que je suis, que j'existe, et que je fonctionne selon mes propres représentations du monde. Et la conscience, c'est savoir que le monde n'est pas moi. Wow, c'est bien ça. Je crois que c'était René Descartes qui a dit je pense, donc je suis. Mais Oui, il y a, oui. mais il y a aussi une partie là donc de l'émotionnelle intelligence quand tu dois devenir en appliquant du leadership conscient, n'est-ce pas? Alors, c'est un outil, the emotional intelligence. Donc, oui, c'est vraiment un outil. Oui, c'est ça, exactement. C'est vraiment un outil qui permet d'affiner les perceptions, qui permet comment dire, ça permet de garder les capteurs intérieurs, la connexion intérieure, et de se dire que tout ce qui n'est pas visible ne appartient pas à la communication orale directe que nous sommes en train de le faire. Donc, nous parlons, nous échangeons. En réalité, il y a tout un tas d'autres choses qui se jouent autour. Et l'intelligence émotionnelle permet de garder des satellites qui vont continuer à capter les informations et qui vont venir compléter la communication orale avec toute cette perceptivité des informations, en fait. L'intelligence émotionnelle sert beaucoup à ça. Et beaucoup vont dire, pardon, excuse-moi, je te coupe aussi, mais l'intuition, l'instinct, voilà, tout ce qui est de ce côté un peu intangible, perception, en fait. C'est ça. Donc, quand on parle de la perception, j'aime ce que tu as dit au début, la carte n'est pas le territoire. C'est bien vrai ça. Mais sauf que nous tous, on a nos propres cartes et nos cartes ne sont pas les mêmes. Donc, on a nos propres perceptions. Donc, comment est-ce que dans un monde comme ça, tu interagis avec d'autres individus qui ont une carte différente que la sienne? Est-ce que ça t'a appris à être en plus empathique, c'est ça? Empathique, oui, empathique. Empathique. On rentre vraiment là, déjà dans le cœur des mécaniques. Un peu. Alors, le postulat de ça, c'est c'est vraiment quand on dit la carte n'est pas le territoire, en fait, c'est vraiment déjà comment dire, la plupart d'entre elles n'ont pas le chemin de conscience, n'ont pas conscience que l'autre pense différemment, que l'autre a une représentation et une conscience du monde différente. Donc déjà, chez les leaders, c'est déjà un premier éclairage à avoir, un premier step. C'est-à-dire que c'est vraiment, avant toute discussion, expliquer à la personne que son ressenti, son langage, sa personnalité
et n'est pas le langage de tout le monde. C'est-à-dire que c'est en permanence réfléchir que je suis en train de te parler, mais je ne suis pas toi et tu n'es pas moi. Donc, tout l'enjeu du leadership conscient est de parler d'un endroit qui n'est plus moi, mais qui est accessible à celui qui m'écoute. Et ça, nous ne l'avons pas de manière autonome et nos sociétés ne nous l'apprennent pas. C'est-à-dire que nous réfléchissons et nous concevons le monde toujours depuis nous-mêmes, depuis notre intériorité. Et c'est déjà un grand travail que d'expliquer et comprendre que si je veux que l'autre me comprenne, je dois parler son langage. C'est ça. Waouh! C'est vraiment... Si je veux réussir à comprendre l'autre et à lui donner la possibilité d'être qui il est, c'est comme si je devais moi-même apprendre le langage universel. C'est ça. Non, mais c'est très pertinent ça, parce que je crois que c'est l'une des raisons majeures pourquoi il y a tant de chaos, de fight. Les gens se battent et il y a plus de guerres, de chamailles et tout ça parce que les gens ne se comprennent pas du tout. Donc, je crois que l'œuvre que toi tu fais, ça peut vraiment amener beaucoup de changements dans l'espèce humaine, je crois. C'est important, non? Oui, parce que la communication, c'est le fondement des civilisations, si on peut dire. Waouh, on est déjà dans des niveaux de conscience là. Oui, je sais. Level direct. Oui, bien sûr. Et en même temps, c'est vrai que les gens qui nous suivent et qui peut-être me suivent un tout petit peu, notamment sur LinkedIn, auront déjà bien identifié que je parle à ces niveaux de conscience-là et que j'écris à ces niveaux de conscience-là. Et c'est vrai que la communication, le langage, c'est le ciment civilisationnel. Tu sais, il y a une expression qui dit que la langue, le langage, est une arme de guerre redoutable. Parce que imagine que tu es sur un terrain de bataille, mais peu importe, je vais prendre quelque chose peut-être de plus concret qui va mieux parler à l'audience. Si vous êtes en réunion et que d'un côté, vous avez des personnes qui parlent anglais et de l'autre côté, des personnes qui parlent français et de l'autre côté, des personnes qui parlent espagnol, et que vous devez échanger des informations, trouver des consensus, créer de l'idée. Si pour la stratégie, les Anglais parlent entre eux et que le français et l'espagnol ne comprennent pas l'anglais, ils peuvent être en train de parler de ce qui est en train de se jouer ici et personne ne va le comprendre. Donc, ça veut dire que cette capacité à partager le langage ou à ne pas le partager est une arme redoutable. Wow, c'est vraiment très intéressant ça, parce que dans juste un petit verset qui est venu vers moi dans Jacques 3, 6, je crois que c'est la Bible qui dit que la langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géante. Donc, avec ta langue, tu peux complètement enflammer tout l'univers. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit, donc à notre conscience intérieure. Oui, et puis, alors comme on est sur le sujet, on peut rajouter aussi quelque chose de très intéressant que j'enseigne beaucoup. Souvent, je peux être un peu pénible parce que je choisis beaucoup les mots que j'utilise. Parce que les mots ont une vibration.
Les mots ont un sens profond Ouais. et c'est extrêmement important de comprendre que en fonction du mot que j'utilise, il y a deux choses qui vont se jouer. La première, c'est la vibration que j'envoie à l'univers et à celui qui va écouter les mots. Et la deuxième, c'est la compréhension que l'autre a de ce mot. Parce que, par exemple, quand j'accompagne certaines personnes, je donne vraiment un exemple très concret. La personne va arriver et va me dire « je n'ai pas de famille ». Ou alors, quelqu'un va arriver et va me dire « ma collègue m'a dit que je me comporte comme une sauvage ». C'est des mots « je n'ai pas de famille » ou « je me comporte comme une sauvage » qui, dans le référentiel de la compréhension et de la connaissance que chacun a de ces mots et de ces expressions qui vont avoir une portée vibratoire extrêmement profonde. Parce que je n'ai pas de famille, au sens littéral du terme, suggère tu es forcément né de quelqu'un, tu es forcément une lignée, tu as forcément des ancêtres, tu as forcément des cousins, des frères, des sœurs, un papa, une maman, des oncles, des tantes, des grands-parents. Donc, quand ton inconscient veut croire qu'il est seul au monde et qu'il est désespéré, c'est faux. Donc, remettre en balance qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir de famille, c'est très important et parfois même j'utilise un dictionnaire pour remettre les choses au bon endroit et dans leur juste valeur. Et c'est pareil pour la personne qui va me dire, ma collègue m'a dit, je me comporte comme une sauvage, mais elle, dans sa tête, pour elle, une sauvage, c'est le pygmée dans le bush australien. C'est une personne qui n'aura pas été éduquée, c'est une personne qui va se comporter, qui n'aura pas les codes sociaux pour se comporter. Et pour cette personne-là, c'est très difficile à entendre. Donc, on peut prendre… voilà, c'est juste garder à l'esprit la puissance du mot, qui est d'une part la puissance vibratoire dans l'univers, et d'autre part, l'interprétation et la connaissance qu'on a du mot. Parfois, les humains utilisent des mots, mais ils ont oublié le sens. Et l'information passe mal, donc. Non, mais ça, c'est très intéressant ce que tu as dit. Donc, je crois que ça dépend donc, je suis en train de voir le mot français, d'état d'esprit, right? Mindset, la manière dont on interprète ça. Mais aussi, c'est aussi la puissance d'impacter votre subconscient. Et je crois que les gens ne réalisent pas ça. Pas à la puissance à laquelle ça, comment dire, ça se joue vraiment, effectivement. Il y a vraiment besoin, et ça fait partie donc de, comme tu dis, du mindset de conscience. C'est-à-dire, c'est aussi tout l'objet du leadership de conscience, parce que être leader de soi-même, mais aussi être leader dans un environnement, c'est connaître que tout cela fonctionne comme cela. Wow. Très, très pertinent. OK. Vous avez eu de nombreuses vies professionnelles. Entrepreneur, mentor, formatrice, thérapeute, éducatrice, auteur, mère, conférencière et même nutritionnelle, je crois aussi, dans votre site web. Donc, vous faites pratiquement tout. Quelle expérience a le plus façonné votre compréhension du leadership? Alors, oh my God. En fait, quand on arrive à mon âge, avec différents métiers, en fait, c'est-à-dire, je vois un petit peu ça comme chaque élément est constitutif d'un tout. Et comme je dis, parce que, enfin, comment dire, j'ai plutôt mené ma vie en étant
l'écoute de moi-même et de qui je suis intérieurement. J'avais, je sais pas, peut-être cette chance-là, cette possibilité-là. C'était, en fait, c'est un peu ce que je dis, c'est le boomerang de qui on est. C'est-à-dire que j'étais jeune et j'étais moi-même et j'étais Ouais. différente, mais en même temps, cette différence m'a permis de rester vraie avec mon intérieur. Et Ouais. donc, chaque, chaque, chaque compétence, chaque étape est vraiment venue construire quelque chose chaque décennie, chaque étape en fait au final. C'est-à-dire que si je prends par exemple la nutrition, la Ouais. nutrition est venue parce que j'étais sportive de haut niveau, alors c'était important d'avoir une alimentation en lien avec la bonne santé, avec le poids, avec Ouais. les enjeux de la compétition. Et puis ensuite, la nutrition était là parce que dans le yoga Kundalini, on a donc l'alimentation yogique qui explique un peu plus au niveau nutritionnel comment ça se positionne. Et puis, Ouais. la santé de mes enfants. Mes deux filles aînées ont des spécificités anatomiques qui nécessitent d'avoir une alimentation qui est vraiment là liée à leur santé, à leur survie en fait. Hein. Donc c'est nécessaire d'adapter l'alimentation. Et en fait, tout ça pousse à la compréhension des mécanismes, des systémiques et oblige à descendre en fait dans l'infiniment petit pour se rendre compte combien en réalité tout forme un tout. Tout est lié en fait. Et donc voilà le côté éducatrice, formateur, teacher, transmission. Ça, c'est venu aussi parce que comme j'ai commencé le sport, j'avais 8 ans. Wow. Et donc, ça a commencé très tôt. Et j'ai terminé, j'avais 22, 24 ans à peu près. Et donc, dans toute cette carrière sportive, on ne se contente pas juste d'être un athlète. On observe aussi, parce qu'à un moment donné, quand l'entraîneur vous explique une stratégie, une progression, vous êtes bien obligé de comprendre où votre entraîneur veut vous emmener et pourquoi il faut s'entraîner comme ça et pourquoi il faut faire ça. Donc, ça entraîne aussi votre mental et ça vous permet de comprendre que derrière chaque chose, en réalité, il y a une mécanique, il y a une systémique. Voilà, donc chaque étape de la vie a amené. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, la PNL vraiment a été une révélation parce que après, enfin, en même temps, j'ai fait des études de commerce aussi. Oui. Et, donc, vous avez tout fait, vous avez complètement tout fait. Wow. Non, mais j'ai été un peu à l'école quelque temps. Oui. Très impressionnant. C'est vraiment, je pense, parce que mon cerveau est analytique, peut-être. Mon cerveau est câblé comme ça, en fait. Mais tout ce que vous avez fait là, quel est comment tu dis ça en français, le lien qui emmène tout ensemble? C'est l'humain. C'est vraiment, comme on l'a dit au tout début, c'est la compréhension des mécanismes d'existence et la conscience. Alors, waouh, je raconte beaucoup de choses là. Oui, non, mais c'est très pertinent, je crois, parce que même le sport de haut niveau, vous avez expérimenté, c'était quel un sport? Le trampoline.
Ouais, trampoline. Ouais, ça c'est. Trampoline, voilà, mais Ouais, vraiment c'est ça. le trampoline, hein, le vrai Mais trampoline. c'était combien de mètres de distance votre en plus haut niveau? On peut monter peut-être 5 ou 6 mètres quand on 6 mètres. fait, oui, Waouh! c'est Ça, c'est très beaucoup haut ça. Ça, c'est beaucoup. et Waouh! c'est des doubles rotations, des doubles Vous vrilles, vous donc n'avez c'est pas eu pareil. peur? Vous Si, n'avez certaines fois, bien sûr. Si, mais c'est pareil, ça apprend beaucoup waouh! de choses, la peur, le stress, la Aussi, résilience. faut aussi avoir la confiance aussi, non? Le trampoline dans ce sport, c'est il faut savoir où on est. C'est-à-dire Mmh. que ça demande aussi une conscience de son endroit dans l'espace. Ouais. Ça demande beaucoup de tonicité, de rigueur Ouais. musculaire, mais Mmh. aussi de C'est mental aussi, non? oui, 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 parce que on doit connaître les figures, connaître Ouais. à quel endroit on va, ouvrir une position, à quel Mmh. endroit on va retomber sur le trampoline. Ouais, C'est ça, ouais, ouais, c'est c'est la ça. grande question. Waouh! Comment allons-nous atterrir? Mais c'est vraiment très intéressant ça, parce que je crois que cette expérience, au p non, sportive de haut niveau, je dis que tu as commencé à peu près 8 ans, donc très, très, très jeune, a vraiment influencé votre discipline, votre résilience et votre vision du leadership aujourd'hui aussi, non? Ah oui, vraiment, j'ai un mantra, c'est travail et Waouh! rigueur et discipline C'est ça, c'est ça. aussi. Oui, bien sûr, alors ça influence positivement, mais on me dit toujours, le sportif de haut niveau, le mental, quand il faut faire la reconversion, Oui. quand on arrête, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de fonctionner, vraiment, c'est comme on dit, on fonctionne. On Mmh. fonctionne et on sait vraiment comment c'est construit et comment la vie va être demain, plus ou Waouh! moins. Et quand on arrête ça, c'est comprendre que Oui. tout le monde ne fonctionne pas comme un sportif de haut niveau. C'est comprendre que les gens avec qui vous travaillez, c'est-à-dire c'est sortir de l'environnement sportif Oui. et trouver un autre monde, des autres mondes Mmh. et aussi alors connaître qu'en dehors du sport, il y a une vie. C'est ça. Mais c'est aussi comprendre que tout ne peut pas fonctionner comme le sportif de haut niveau en plus. Mmh. Le, Je vois ça. le, les personnes ne sont pas entraînées pour Oui. avoir cet état d'esprit-là. Donc, ça demande là aussi d'avoir un niveau de conscience Oui. qui permet de se dire une fois de plus, ma carte n'est pas le territoire. C'est bien vrai ça, mais ça prend beaucoup de concentration aussi. Donc, tu as un état d'esprit. Quand tu fais ça, tu es complètement concentré, presque dans un monde euh, alternatif, presque. Oui, Parce que, wow, c'est bien puissant ça. Mais je crois que ça prend beaucoup de courage aussi, parce qu'une chose que vous avez dit, c'est celle qui dit tout haut ce que tout le monde pense bas. Mais ça, c'est très, très courageux ça. D'où vient ce courage, vous pensez? euh, comment dire? Euh, je pense que Parce que tout le alors monde ça a ne va pas commencé aimer et accepter ce que vous dites, mais vous parlez de votre propre vérité, right? Et vous dites ce que vous voyez et les gens ne vont pas toujours accepter ça d'une manière positive. Donc, ça prend du, du courage pour faire ça. oui, mais euh, c'est pareil. En fait, il y a des étapes. Mhm. C'est-à-dire que la réponse spontanée, c'est vraiment l'innocence de l'enfance. Oui. Euh, Parce que quand on est enfant, on n'a pas la conscience ou l'idée que ce que l'on peut dire
peut venir déranger ou peut être justement comment dire, une vérité ou une réalité ou une idée que les gens pensent mais qu'ils n'osent pas dire. Oui. Et déjà, quand on est enfant, ça permet déjà de repérer que vous pouvez déranger. Oui. Et donc, ça s'apprend aussi de se dire, ah tiens, là, j'ai dit quelque chose, tiens, c'est bizarre, je remarque que les gens ont changé de comportement ou ont changé d'énergie ou sont moins sympas ou on peut être seul, on peut un peu se retrouver isolé. Et donc, ça permet en grandissant de prendre de la maturité et donc de la sagesse et de la conscience de se dire en fait, c'est pas tant une notion de courage, c'est une notion aussi de comment est-ce qu'on grandit à l'intérieur de soi et quelles sont les connaissances qui viennent nourrir notre posture à l'intérieur pour être après suffisamment strong, fort pour assumer ce que l'on dit. Wow. C'est-à-dire que c'est cette notion effectivement d'assumer ce que l'on dit parce que notre chemin de vie sera venir nourrir notre conscience du monde, notre compréhension et notre capacité à expliquer pourquoi nous disons telle chose ou telle chose. Et il y a aussi la notion de choisir ses combats. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on ne va pas être là en permanence à dire tout le temps, à être le porte-parole de ce que tout le monde pense. C'est-à-dire que ça va aussi à un moment donné s'affiner sur les choses qui résonnent le plus avec soi. Donc, le courage, entre guillemets, est tout relatif parce que quand on est enfant, c'est l'innocence de l'enfance, on le dit. Et en observant que ça dérange les personnes, après, alors on pourrait se dire, bon, bah alors je ne dis plus rien. D'une certaine manière, oui. Mais vous continuez à le dire et vous écrivez des livres. Donc, ça vient d'où cette conviction de continuer à parler? Parce que en chemin, j'ai continué à étudier, j'ai continué à observer les humains, les sociétés, parce que j'ai aussi étudié un peu l'anthropologie, la sociologie, les neurosciences, la compréhension des civilisations et de comment ça se comprend, de comment, pardon, ça se construit. Donc, quand je vais dire quelque chose tout haut, que tout le monde pense tout bas, maintenant, c'est parce que j'estime que j'ai suffisamment de force en moi et de maturité consciente pour pouvoir répondre à n'importe quelle question. Au final. Non, mais c'est très fascinant ça. Donc, on a à peu près que 12 minutes. On doit parler de votre livre. Parlons de ça. Le leadership conscient, monter en compétence, devenez visionnaire. Un guide pour incarner votre vision, penser, ressentir et agir en quoi? Et agir en leader de conscience. Voilà. Donc, on va parler de ça. Pourquoi est-ce que ce livre devrait être écrit? Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ça? Je pense, alors, ce livre est, alors, moi, je crois beaucoup à la temporalité des choses, à la synchronicité des choses et au fait que ce qui arrive maintenant et ce qui est juste qui arrive. Et donc, je pense que c'est arrivé, l'écriture de ce livre, à un carrefour entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et aussi parce que depuis plus de 10 ou 15 ans que j'accompagne des personnes, j'ai remarqué beaucoup de personnes me disent, mais
Où est-ce que tu connais ça? Où est-ce qu'on peut trouver telle information? Qu'est-ce qu'on peut lire comme livre? Qu'est-ce que tu nous conseilles? Et donc, j'ai voulu regrouper au même endroit toutes ces informations et j'ai voulu expliquer. C'est-à-dire, c'est pas juste de dire à la personne tu dois changer ou il va y avoir un switch ou non, c'est comment tu fais ça. Comment c'est que ça se passe pour de vrai quand je suis en train de le vivre. Et tout ça est une progression, tout ça est un chemin et toute cette connaissance, toute cette mécanique réunie au même endroit, c'est vraiment l'idée de ce livre. Wow, c'est vraiment très pertinent ça. Je crois qu'il faudrait le traduire en anglais aussi. Il y a plus d'anglophones que de francophones au monde parce que tu as beaucoup de sagesse à partager, je crois. Par exemple, vous dites que ce livre n'est pas juste un manuel, mais un chemin de conscience. Que voulez-vous dire par là? Eh bien, justement, c'est ça. C'est que, en fait, souvent aussi, dans les personnes que j'accompagne, beaucoup vont arriver pour me dire « J'ai lu ceci, j'ai lu cela, je me suis formée ici, je me suis formée sur cela. » Et moi, souvent, parce que souvent c'est au téléphone, le premier contact, j'ai dit « Ok, mais si vous savez tout ça, si vous avez lu tout ça, si vous pouvez citer des auteurs, citer des exemples, mais pourquoi vous êtes encore malade? Pourquoi vous venez me voir? À quoi je vais vous servir en fait? » Et la réalité de ça, c'est que vous pouvez lire un manuel de survie, mais ne jamais pratiquer la survie. C'est-à-dire que vous pouvez apprendre dans un livre intellectuellement parlant la survie, mais quand vous allez être confronté, quand vous allez être sur le champ de bataille, quand vous allez être éprouvé, quand vous allez être dans l'adversité, ben, vous n'allez pas chercher votre manuel et relire votre page. Non, vous devez l'avoir intégré, vous devez l'avoir conscientisé, vous devez l'avoir imprégné à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une compréhension intellectuelle, c'est une transformation profonde, c'est un changement de paradigme, c'est quelque chose qui, à un moment donné, va connecter. Et donc, c'est une traversée, c'est un centre expérimentiel de transformation. C'est-à-dire que le livre est pensé comme un voyage, comme une traversée. Vous allez commencer à un état à un état d'être, et puis au fur et à mesure que vous allez lire, c'est-à-dire que comme je connais un tout petit peu comment le langage de l'inconscient et comment faire processer à l'intérieur pour que ça s'intègre, j'ai expliqué les concepts, j'ai employé les bons mots, j'ai convoqué les bonnes philosophies, les bons auteurs pour pouvoir… alors, je vous donne la clé. J'utilise beaucoup le langage métaphorique. Le langage métaphorique, c'est le langage de l'inconscient et c'est un langage que l'on utilise beaucoup dans les protocoles d'hypnose, dans l'hypnose thérapeutique, celle qui va soigner. Et donc, j'utilise beaucoup le langage métaphorique parce que c'est celui que l'inconscient comprend tout de suite. Et l'inconscient est chargé de réguler notre survie. Et l'inconscient est ce qui est connecté à ce qu'il y a de plus primaire et primitif à l'intérieur de nous. Et donc, le langage métaphorique est celui qui peut transcender les langages. Parce que lorsque vous montrez à quelqu'un, peu importe l'endroit dans le monde où il se trouve, il va voir cette image
Et si vous n'y mettez pas de mots, son inconscient va être capable de lire cette image. Et Wow, ça, si vous expliquez à travers un récit une image, c'est-à-dire dans l'exemple que je vous ai cité, si je vous dis vous lisez un manuel de survie, ce n'est pas la même chose que lorsque vous pratiquez la survie. c'est ça. Tout de suite, votre inconscient à vous, il a réagi, il a capté l'idée, il a fait C'est ça. waouh. Mais bien sûr, la différence, elle est là Ouais. en fait. Non, mais vous avez bien raison parce que l'un de mes mentors m'a toujours dit, tu ne sais rien si tu ne le mets pas en pratique. Juste savoir ça ici, ça ne veut rien dire. Il faut le savoir là et le faire, le pratiquer tous les jours. Même encore dans James, Jacques 1, 22 dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc, c'est pas seulement écouter, mais c'est vraiment la mise en pratique. C'est vraiment ça le gap, non? La différence entre ceux qui écoutent et qui pratiquent, et puis ceux qui écoutent seulement, ils s'en foutent de connaissances, mais ils n'ont rien à montrer. Oui, c'est exactement ça parce que parfois les gens sont très sachants et ils vont vous citer des auteurs, ils vont vous citer des livres, mais and so what? Et si tu es toujours autant malade à l'intérieur de toi, à quoi ils te servent tout ça? Ouais. Je pense que chacun a un potentiel à l'intérieur de lui, mais qu'ils n'ont jamais Ouais. appris à le rencontrer eux-mêmes réellement pour le mettre en œuvre, en fait. On a vraiment besoin de leaders qui sont capables de penser le monde autrement aujourd'hui, capables de relier une compétence, une conscience, une humanité et une vision. Et je pense que chacun de nous est leader de sa propre existence. C'est ça. Et c'est ici que c'est Donc, vous n'avez pas important. besoin d'avoir un titre ou un bureau pour être un leader. Non, sois leader de toi-même déjà et tu feras déjà du bien au monde. C'est ça. Oui, Parce que ça. dans votre livre, vous évoquez deux tensions contemporaines, non? La tension entre impact et cohérence, mais aussi la tension entre diriger et rester intérieurement vivant. Pourquoi ces tensions sont-elles si importantes aujourd'hui? En réalité, en réalité vrai, comme on dit en Kundalini Yoga, c'est-à-dire en véritable identité, c'est-à-dire en véritable vérité, il ne peut pas y avoir d'impact sans cohérence. Et donc, l'impact éphémère ne sert à rien. La cohérence, c'est le ciment de l'impact durable. Parce que on vit dans des sociétés où la guerre de l'attention et de la réussite maintenant sont à l'œuvre en permanence et surtout à l'ère là où on arrive depuis 2-3 ans avec l'intelligence artificielle, hein, il faut le dire, je crois. Tout est construit en fait dans un état de tension. Donc la qualité de l'état intérieur depuis lequel en fait cette réussite est construite, elle n'a pas de place si la cohérence n'existe pas, si on n'est pas aligné avec soi-même. Et c'est ça en fait qui crée une fracture entre l'impact éphémère qui au final ne sert à rien et la cohérence avec lequel on est ancré, avec lequel on est aligné. Et donc, si je suis aligné entre ce que je suis, ce que je dis et ce que je vis, il n'y a plus de tension en réalité. Et donc, c'est là que la deuxième tension est tout aussi importante, c'est-à-dire que ça nous permet de continuer à diriger sans perdre son humanité. Si un leader se coupe totalement donc de lui-même, c'est-à-dire s'il est donc désaligné entre ce qu'il pense à l'intérieur, ce qu'il vit et ce qu'il est, ça va créer des systèmes déconnectés parce qu'il est déconnecté de lui-même, donc il vibre
et ils rayonnent de façon déconnectée, en fait, comme on l'a Ouais. dit tout à l'heure, en fait. Le Ouais. véritable enjeu du leadership, c'est pas la réussite personnelle, mais c'est la réussite collective, où Ouais. chacun peut exister en tant qu'entité entière, complète, intègre pour le bénéfice du sens commun. Waouh, C'est ce très que je puissant, disais ça. aussi, je dis souvent, je parle de la symphonie du vivant. Je Ouais. parle de Joël de René a écrit ce livre-là, la symphonie du vivant. C'est comme si vous êtes un chef d'orchestre, donc un orchestre philharmonique, C'est ça. et chaque instrument est vital pour l'ensemble. Ouais. Et si on descend au niveau du leadership encore plus, c'est en quoi c'est important pour un trompettiste de savoir ce que vit un violoniste. Ouais. C'est-à-dire en quoi c'est important pour le trompettiste de comprendre ce que vit le violon. Et bien pour l'harmonie du tout. C'est Ça ça. permet là de sortir de soi et de sa propre vision Waouh. de l'existence et de comprendre que le violon existe, qui nécessite un travail, une compréhension, un entraînement, un investissement, et que c'est Ouais. en fait le violon plus la trompette, plus tous les autres instruments qui créent l'harmonie et Waouh, qui c'est créent le puissant, sens, ça. Ouais. l'harmonie finale en fait. Waouh, ça, c'est vraiment, vraiment puissant. Donc, c'est vraiment l'effet du tout de l'organisation est beaucoup plus grand que l'effet de chaque individu séparément. Waouh, Oui, ça, c'est un très, très puissant. J'ai même là l'image, quand vous parlez, comme les gens qui sont sur les bateaux, comme tu dis ça en français, qui euh, le français va me revenir. Mais tu les vois là dans les bateaux, il y a 6 ou 12. Et si tous vont dans la même direction, le bateau va aller dans cette direction très vite. Mais oui pour c'est ça. ramer. Ramer, c'est ça. C'est C'est ça, ça. Ramer, c'est le ramer. mot que je. Mais s'il rame de direction contraire, et là, c'est la pagaille et le bateau ne Oui, va absolument nulle part. nulle Ah, part, ou tourner en ah, rond. OK. On est pratiquement hors du temps. Est-ce que je peux te garder pour 5 ou 8 minutes de plus? Ok, Parce pour que moi ça, c'est ok. OK. Ça, c'est très intéressant parce que dans ton livre, vous approchez, vous suivez 4 étapes. Non? C'est éveiller, libérer, équiper et puis incarner. Pouvez-vous nous expliquer chacune de ces étapes brièvement et pourquoi la transformation doit se produire dans cet ordre-là? Parce que l'inconscient ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Non, en fait, on ne peut pas demander à quelqu'un de réfléchir à quelque chose dont il n'a pas conscience. Mhm. Donc, il faut éveiller, c'est-à-dire consiste à prendre conscience. Oui. Je ne peux pas focaliser mon attention sur quelque chose dont je n'ai pas conscience que ça existe. Oui. Souvent, je prends l'exemple de dire, tiens, est-ce que tu as remarqué ce bouton que tu as sur la joue, là, juste ici, et peut-être qu'il va commencer à te gratter. Et la personne, elle n'avait pas l'idée qu'elle avait un bouton sur la joue. Alors, elle va mettre sa main Ouais. comme ça, et Ouais. elle va commencer à chercher le bouton, et peut-être même que le bouton a commencé, et peut-être même parfois qu'il n'y a pas de bouton du tout. Donc, Ouais. il Ouais. faut amener l'attention. Donc, on Oui. ne peut pas réfléchir à quelque chose dont on n'a pas conscience. Donc, ça, c'est Donc, éveiller, c'est prendre donc ça, c'est conscience. comme quelqu'un achète une nouvelle voiture rouge et maintenant, il voit cette voiture rouge partout, alors qu'avant, ça Everywhere. Oui, n'existait exactement. même pas. C'est Ouais. exactement ça. Oui, oui. C'est prendre conscience de ses schémas, de soi, de ses croyances, de ses fonctionnements automatiques, de son rapport au monde. Donc, sans conscience, il ne peut pas y avoir de véritable transformation. C'est exactement ça. Je veux acheter une voiture rouge et tout d'un coup, je vois des voitures rouges de partout. Partout. Je veux Ouais. être enceinte, je vois des femmes enceintes. Partout. Oui, oui, c'est exactement ça. Ensuite, il y a libérer, parce que une fois qu'on commence à voir, donc quand on dit voir, c'est voir par l'esprit, voir par les yeux de la conscience, en fait. Il faut apprendre à se détacher de ce qui nous limite intérieurement.
Donc, nos peurs, nos conditionnements, nos croyances héritées, nos identités construites par Ouais. survie. C'est la survie qui organise ça. C'est-à-dire qu'on a ces process automatiques qui sont mis en place par notre inconscient qui régit la survie de façon à ce qu'on soit toujours apte à pouvoir surmonter une difficulté, surmonter une épreuve. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'on se souvient toujours de ce qui est négatif et de l'échec plutôt de ce qui est positif, parce que notre survie est directement convoquée à cet endroit-là et sur les solutions qu'on a dû mettre en place pour se garder vivant et en bonne santé. Donc, il faut absolument se libérer de tous ces encodages, de tous ces programmes, de toutes ces croyances sur lesquelles on ne s'est jamais interrogé auparavant dans la façon dont on fonctionne pour pouvoir donc commencer à les remplacer par autre chose. Et donc, s'équiper. S'équiper parce que la conscience seule donc ne suffit pas. Il y a beaucoup de personnes, donc ça on l'a déjà dit aussi, spirituelles ou conscientes qui restent impuissantes parce qu'en fait elles ne développent pas leurs compétences concrètes, c'est-à-dire effectivement ça ne s'incarne pas, ça ne descend pas dans le corps. Le leadership demande aussi donc des outils, de la stratégie, de la communication, de la compréhension du monde et de l'intelligence émotionnelle, donc relationnelle et donc systémique. Donc tout ça, s'équiper, ça répond dans le livre à mais comment on fait? C'est-à-dire c'est pas juste je vais vous dire soyez conscient ou soyez leader. Non, concrètement à quoi ça correspond? Comment ça s'incarne? Comment ça descend dans le corps? Et donc effectivement, on est enfin sur le incarné. Parce qu'au fond, en fait, donc, la conscience, elle descend jamais dans la matière, en fait. C'est-à-dire que il faut que ça reste, il faut pas, pardon, je recommence. Il faut pas que ça reste une idée. Il faut que ça descende dans la matière, justement. Il faut l'incarner. Voilà. C'est-à-dire que c'est devenir ce que l'on a compris. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. C'est faire vivre dans le réel ce qu'on a intégré intérieurement. Donc, incarner, c'est descendre dans la matière. Très puissant, ça. Et donc, justement, pour finir de dire, pardon, c'est vraiment qu'il y a beaucoup de transformations qui échouent parce que c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Les gens ne veulent pas incarner. Voilà. Non, mais ça, c'est très puissant. Ça a le potentiel de changer beaucoup. Tu parles éveiller, libérer, équiper et incarner. Pour finir vers ça, quelles sont certaines, je peux les appeler croyances limitantes qui empêchent les gens à entrer pleinement dans leur leadership, mais aussi, quand vous parlez de la performance, je crois que le leadership va au plus que ça, n'est-ce pas? Donc, à quoi ressemble concrètement un leadership incarné dans la vie réelle? Donc, d'abord, les croyances militantes, et puis comment faire ça? Alors, des croyances, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Avant, il y a des croyances vis-à-vis de l'argent. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Il y a des croyances qu'il faut avoir l'autorisation, donc qui sont souvent liées justement à des loyautés. Il y a des croyances qu'il faut entrer dans certains codes pour être légitime, par exemple. Et il y a aussi, il y a pas mal de blocages, là, cette fois, je vais dire, qui sont liés à la peur du rejet. En fait, entrer pleinement dans son leadership demande souvent, en fait, d'accepter de ne pas être validé par tout le monde. Et là, on revient beaucoup à ce qu'on a dit au début. C'est vraiment un processus d'individuation dans le sens premier du terme. C'est s'autonomiser
dans la compréhension que j'existe moi-même dans ce que je suis. Oui. Alors, évidemment, c'est aussi intégrer les codes sociaux et sociétaux parce qu'on doit C'est ça. fonctionner dans le collectif, c'est le but, Ouais. mais c'est vraiment aussi Hmm. s'autoriser à être soi. Ouais. C'est penser, c'est une croyance qui est très profonde, que notre valeur ne dépend pas uniquement de notre performance, en fait. Ouais. Notre véritable légitimité vient souvent d'une posture intérieure. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est l'alignement, donc la cohérence qui fait donc la qualité de la présence. Donc, cette Et cohérence, cet ouais. alignement-là, il faudrait savoir vos propres valeurs, n'est-ce pas? Ouais, alors, on n'est pas obligé de les identifier de façon aussi forte. J'ai regardé l'interview là de Madame Meyer et de ce Oui. que dit peut-être John Maxwell, qui fonctionne beaucoup sur les valeurs. Mais Mhm. pour répondre à la deuxième partie de la question, c'est effectivement plus une question de leadership incarné. Je dirais que ça se joue pas au même niveau de conscience que les valeurs strictement telles qu'elles nous sont expliquées sur certains enseignements. Oui. C'est pareil, vous voyez, c'est une transversalité, c'est un peu un tout qui Mhm. fait qu'en fonction de qui on est à l'intérieur, certains enseignements vont résonner et d'autres Ouais. beaucoup moins. Mais si la finalité, c'est le bon sens commun et c'est donc le leadership incarné, C'est ça. c'est OK. Peu importe le chemin par lequel on y va, en fait. Parce Mhm. que le leadership incarné, c'est quelqu'un dont les paroles, les décisions, les comportements et l'état intérieur sont alignés, donc sont cohérents entre eux. Donc, peu importe le chemin que vous prenez et les enseignements que vous suivez, tant Ouais. que vous êtes stable intérieurement avec vous-même, ça veut dire vraiment, voilà, c'est se connaître soi-même Ouais. avant même de pouvoir nommer que ce soit tel enseignement ou tel enseignement ou tel enseignement. C'est être Ouais. tranquille et apaisé avec soi. C'est une Wow. capacité d'écoute et de perception, voyez, pareil avec tout ce qu'on a dit, C'est ça. qui sont devenus en fait des forces quasiment naturelles, en fait. C'est une personne, Wow. c'est une personne qui va rester la même, que les lumières soient allumées ou que les lumières soient éteintes. Ouais. C'est-à-dire Ouais. que quand nous allons raccrocher ici, je suis qui je suis. C'est ça. C'est ça. Et que si vous allez me rencontrer dans la rue, Mhm. je suis la même. Wow. C'est Ça, ça c'est le très, leadership très, incarné. très puissant, ça. J'aime ça beaucoup parce que c'est vraiment très compréhensif. Ça a une vue entière. Non, ce n'est pas comme si les gens sont coup- coupés dans plusieurs compartiments, mais c'est Oui, vraiment non. la totalité, quoi. Ouais, c'est puissant. Et puis, on vient d'avoir un commande de Shamis Kasongo. Il vient du Zaïre en Kinshasa. Il dit c'est une meilleure communication, Nathalie Colombe. Donc, les gens t'écoutent partout au monde, même en Afrique. Donc, je sais qu'on a pris trop de ton temps déjà, mais pour terminer avec ton livre, je crois que tout le monde doit acheter une copie de ce livre-là, Leadership conscient, monter en compétence, devenir visionnaire. Je crois que c'est vraiment très important. Donc, une question que j'ai pour vous aussi, un leader devrait retenir seulement une seule leçon de votre livre dans 10 ans. Que Ah, aimeriez-vous que ce soit? il y en a plusieurs. Oui, je sais, mais Attention, s'il faut choisir une l'interrogation à chose. la fin du livre. Oui, Non, alors, c'est une réponse à plusieurs niveaux. mhm, Le véritable enjeu du leadership, oui, voilà, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça vraiment pour être focus donc sur le leadership, c'est que la réussite personnelle n'est rien si au final c'est pas le collectif qui ouais, réussit. C'est-à-dire que wow, le véritable enjeu du leadership, c'est
de créer un environnement où chacun peut exister en tant Wow. qu'entité entière et intègre pour le bénéfice du sens commun. Et à Très commencer par puissant, le ça. leader lui-même, en fait. Oui. Hein. Et je rejoins ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la leçon qui peut être retenue aussi, c'est que chacun de Oui. nous, en fait, est leader. Sois le leader de ta propre existence et tu seras stable et en paix dans n'importe quelle circonstance. C'est ça. Wow. Le leader, encore plus, la leçon qu'on peut retenir, c'est de dire que si je peux réfléchir, organiser la mission et l'objectif de la mission, qu'elle aboutisse, qu'elle soit réussie, Ouais. dans laquelle chacun peut exister. Mon leadership est conscient. Voilà, si je peux dire ça Wow, comme ça. c'est vraiment puissant parce que c'est vraiment ce que moi j'appelle un servant leadership, right? Le leadership de serviteur. C'est pas mon ego, moi et moi-même, me, myself and I, non? C'est moi, je suis le boss, je suis le chef, j'ai le bureau au coin, j'ai des bénéfices et tout le monde travaille pour moi. Non, mais c'est moi qui travaille pour tous les autres. Et Exactement. c'est une manière de penser différente, ça. Donc, pour finir ici, quel chapitre du livre a été émotionnellement le plus difficile pour vous à écrire? Alors, je dirais que c'est pas forcément un chapitre en soi qui est le plus... comment je vais dire ça? Mon fil rouge, en fait, mon souci, ça a été vraiment... parce que je remonte dans les mécaniques. En fait, Oui. j'ai essayé de garder un fil conducteur, une vision qui, tout au long du livre, en fait, c'est pas tant le chapitre, c'est-à-dire c'est la traversée, justement la cohérence, le voyage, c'est d'arriver à expliquer les mécanismes, c'est d'arriver à descendre dans les strates profondes des mécanismes de l'existence, de parler des douleurs, des souffrances, des situations qui nous ont chacun convoqués profondément dans notre humanité, mais qui nous amènent aussi à grandir, pour que chacun, en fait, puisse s'en saisir, pour que chacun puisse comprendre ça. Ça a été de choisir les auteurs, les passages de leurs œuvres, qui soient cohérents avec l'idée, mais surtout que chacun puisse trouver un écho, trouver une résonance. C'est-à-dire, c'est pas juste dire j'ai lu celui-là ou j'ai rencontré celui-là. Non, c'est vraiment de garder présent à l'esprit, c'est ça, cette vision, cette perception, créer des exercices, créer ce que j'ai appelé des questions d'éveil, de mise en application, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque chapitre, il y a des exercices qui posent les questions sur ce que vous avez compris, sur ce que vous n'avez pas compris, sur comment vous avez passé votre journée, en fait, qui vont vous demander concrètement comment vous le mettez en application, justement. C'est ça. Et qui va vous permettre d'utiliser ce fameux langage métaphorique dont je parlais tout à l'heure, pour pouvoir, en fait, le voir pour le croire, c'est-à-dire comme si vous l'aviez déjà traversé, en fait. Donc, c'est garder la vision, justement, cette vision consciente en permanence, d'écrire ce livre et de ne pas perdre l'idée de quand ceux qui vont le lire, comment est-ce qu'ils vont le lire, comment ça va se passer. C'est cohérent du début jusqu'à la fin. Donc, on est toujours en train de grandir, n'est-ce pas, dans notre conscience, la conscience des autres et se développer comme un leader. On a une question de
Chami en LinkedIn, du Zahir ici. Nathalie, peut-il avoir le leadership sans vocation? Et comment mettre sa vocation au service du leadership? Ça dépend si à cet endroit-là, la vocation est associée avec la notion de pleine conscience, Mhm. ou avec la notion de servitude. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure, quand, Bob, tu en as beaucoup parlé, cette notion de servitude. Ouais. Et tu vois, quand j'ai appris le Kundalini Yoga, quand je me suis formée, donc je suis devenue yogi, je suis teacher, enseignante de Kundalini Yoga, c'est-à-dire je peux accompagner, donner des cours et proposer des séances. Dans la philosophie yogique, donc la notion de servitude, c'est fondamental. Mhm. C'est une base. C'est-à-dire, c'est effectivement réfléchir en permanence comment est-ce que on peut être dans le service à l'autre. Oui. Et donc, est-ce que c'est une vocation au sens propre du terme? Je ne sais pas, mais ça peut faire partie de notre personnalité, Oui. de notre histoire, de notre humanité qui remonte à la surface et qui, à un moment donné, effectivement, on peut se dire, c'est pas à donner à tout le monde de passer son temps de réfléchir comment mettre l'autre Oui. en position de façon à ce qu'il donne le meilleur pour le bénéfice de tous. Wow. Mais vraiment, ce que tu dis, je vois ça, c'est très simple, mais c'est très puissant aussi. Donc, c'est pas compliqué, c'est pas comme rocket science, c'est pas comme la science de l'espace et tout ça. C'est très, très, très simple, mais c'est vraiment puissant dans sa simplicité. Oui, c'est la subtilité, effectivement, de la Yeah. Wow. chose. Et j'ai enfant, mais quand on est dans un petit homme, un petit humain, quand il vient au monde, il est neutre de tout encodage, il est Ouais. encore dans la conscience pure. Et donc, C'est en ça. fonction de l'endroit où il va grandir, de comment les messages de la société qui l'entoure vont ça. venir nourrir Mhm. son être intérieur, sa conscience, sa pensée, son mindset. Il va fonctionner comme ceci ou il va fonctionner comme cela. Donc, Ouais. est-ce qu'on peut dire qu'il aura perdu son origine, sa boussole Ouais. originelle? Peut-être. Et que Ouais. Donc, ensuite, à l'âge adulte, peut-être il y a beaucoup d'adultes qui passent beaucoup de temps à chercher ouais. leur enfant intérieur, à se reconnecter à leur divin profond, à Ouais. l'originel en fait. Donc, d'une manière, c'est vraiment garder notre innocence et continuer cette curiosité. Et, wow. OK. Il faudrait qu'on puisse s'arrêter. Je peux parler avec toi pour 2, 3, 4, 5 heures, mais on n'a pas ce temps aujourd'hui. Merci beaucoup pour tout le temps extra que tu nous as donné là. Quand on fait ça en anglais, ça sera beaucoup, beaucoup plus court. Mais comme ça, c'est ta langue natale, je veux quand même parler un peu. Donc, pour finir un peu, tu me donnes 2 minutes. Je veux te poser des questions très, très vite. Ne prends pas trop de temps à penser, réfléchir, mais très, très vite. OK. Ok. Qu'est-ce que la maternité vous a appris sur l'amour inconditionnel et le leadership? Être mère de trois enfants, n'est-ce pas? Ça vous a appris quoi? L'abnégation de soi-même et Mm. Tous les parents vont savoir ça. l'abnégation de soi-même. C'est-à-dire, c'est toujours pareil, c'est Ouais, cette notion de servitude, cette c'est ça. notion de ne pas être un sachant tout-puissant. J'ai élevé mes enfants dans la pleine conscience Ouais. et dans l'autorisation à la parole, justement. Mm. C'est-à-dire que euh,
C'est éduquer son enfant en pleine conscience. C'est un petit peu la Ouais. vague de John Kabat-Zinn Ouais. du mindfulness quand il est arrivé en France il y a 20 ans. Mes enfants ont 21 ans. Ouais. Et cet enseignement est arrivé quasiment au moment où j'ai eu mes enfants. Comme j'étais déjà dans la méditation et toutes ces choses-là, c'est juste venir nourrir ça. Donc, c'est cette notion de leadership, vraiment. Non, mais C'est-à-dire ça, que quand j'ai voulu prendre des décisions dans ma vie, pour moi, je disais toujours conseil de famille. oui, oui. Non, mais C'est-à-dire, voilà. ça, c'est vraiment très puissant parce que je sais, surtout dans les familles africaines, beaucoup, les parents sont OK, tous mes enfants vont être docteurs et avocats. C'est ça. Donc, des fois, l'enfant est poussé à faire ce qu'il ne veut pas faire juste parce que c'est ce que papa veut. Mais ils peuvent même être très, très bien à ça, mais ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas heureux parce qu'ils ne font pas non, ce que je crois que Dieu les a appelés à faire. Ça, c'est vraiment très pertinent, ça. Mais quelle partie de vous avez-vous dû guérir avant de devenir le leader que vous êtes aujourd'hui, mentor Nathalie? Alors, étonnamment, je dirais débrancher le mindset du sportif de haut niveau, Oui, comme je parlais un tout petit peu tout à l'heure, oui, et le mode machine. C'est-à-dire que vraiment, quand j'ai arrêté de vivre dans cet écosystème, dans cet environnement sportif, alors je veux pas dire que j'étais très naïve, mais vraiment, enfin, je pense les sportifs me comprendront et oui, peut-être oui, ceux qui ont l'habitude en fait de vivre dans les corporations, c'est-à-dire c'est un petit peu comme si vous aujourd'hui, quand vous arrêtez d'être le commandant de US Navy, mhm, vous allez être civil c'est et vous ça. allez devoir transformer Changer. Yeah, été yeah, changer, voilà. Et ça, vraiment, débrancher le mindset de ouais. sportif C'est une transition. et connaître que le monde fonctionne de manière différente, Oui, c'est-à-dire oui, les réflexes, l'énergie, c'est ça. le travail, Donc, il l'entraînement, faut la être répétition. flexible. Oui, 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 c'est ça. oui, il Oui, faut ça prend ça. Maintenant, oui. vous avez 2 filles. Moi, j'ai 2 filles aussi. Donc, vous avez trois enfants. Qu'espérez-vous que 3 filles. Waouh, Oui, très, très bien. Qu'espérez-vous que vos filles retiennent de votre parcours de vie? la liberté. Waouh, ça, c'est puissant, ça. Vraiment, OK. la liberté et que leur vie leur appartient. Et souvent, je dis, la vie est un laboratoire d'expérimentation à C'est ça. ciel ouvert. Oui, Vraiment, chaque chose qui nous est donnée de vivre, n'est pas un problème, c'est oui, une source de solution. oui. Chaque instant qui peut paraître difficile et compliqué, et je parle même des situations où il y a des grandes souffrances. Je Mmh. peux largement témoigner que j'ai été convoquée par la vie dans des situations de grande souffrance. Euh, Mmh. Chaque situation qui nous est donnée de vivre est une source d'apprentissage, est un Ouais, enseignement parce qu'elle nous permet d'aller chercher en nous les ouais. ressources, les réponses et les solutions. Et, Waouh! et ça peut garder la liberté intérieure d'être qui nous sommes parce que parallèlement, ça crée la notion de détachement. Ça crée la notion d'autonomie, c'est-à-dire je n'existe Mais plus dans le regard de l'autre, je n'existe plus parce que oui. l'autre m'aime, blablabla, tous ces trucs-là. C'est Waouh! vraiment, Mais ça ajoute beaucoup de maturité, ça appuie de liberté. Je crois que c'est ça la différence entre ceux qui vont au travers des choses très difficiles comme toi et moi, mais qui sont complètement effondrés, ils meurent, ils se suicident, ou bien ils commencent à boire et tout ça. Ou puis ceux qui, comme toi, qui continuent à pousser en avant. C'est ça la différence, l'état de l'esprit, de penser, de voir les choses. oui, vraiment, et c'est un muscle. Ça se travaille, et c'est Ouais, pour ça aussi que on parle de leadership, on parle de c'est ça. conscience, on parle de ce livre, mais c'est un mindset. Et c'est pour ça, quand tu Ouais, dis qu'est-ce que je voudrais laisser à mes enfants, c'est ça. c'est cet état d'esprit-là.
en Ok, fait. mais tu sais, on fait ça très, très mauvais. Ça, ça devrait être très, très rapide, ok? Question rapide, réflexion, héritage très rapide. Mais là, on prend beaucoup. Avec toi, je veux parler de 3, 4 heures, même 5 jours sans arrêt. Donc, on va garder ça très, très, très bref, ok? Très, très, très bref. Je veux te poser une autre question. Que signifie le succès pour vous aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans? Ne me donne pas un discours, ne sois pas le professeur. La paix intérieure, la paix La paix intérieure. intérieure, j'aime ça. OK. Quelle est une croyance que vous défendrez autrefois avec conviction et à laquelle vous ne croyez plus aujourd'hui? Donc, sachant votre progression, transformation, open mind, Alors, pour faire très court, la mhm, fille. la famille. Et là, Ah, suspense. Ah, non, maintenant, ça tu veux savoir plus. c'est très intriguant. Oui, je dois savoir. Vous m'avez bien Non, eu là. Là, je dois savoir. non, on pose de questions. Oui. Ah, Euh, non, la famille. Alors, pour faire court, dans mon histoire de vie OK. personnelle, j'ai pas eu donc une famille, et j'avais l'idée que pour être heureux, il fallait une famille. Donc une Mhm. famille au sens schéma classique du terme, c'est-à-dire un Ouais, papa, une maman, des enfants, une maison, un chien, une ouais, voiture, c'est et ça. une vie très, très rangée avec des vacances en famille, Mhm. voilà, la vie de rêve. Et pour avoir accompagné beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes Ouais. qui ont de grandes souffrances avec leur famille, Hmm. j'ai compris effectivement donc pour répondre à la question de la croyance, la famille Ouais. n'est pas la famille, ce qu'on appelle la famille nucléaire, c'est-à-dire que en fait, Biologique, oui. nous sommes des âmes, Mhm. et nous sommes plutôt à nous reconnecter avec notre famille d'âme que Oui, notre oui. famille biologique. Ça, c'est très Et en puissant. C'est réalité, vraiment, on peut. oui. C'est ça. Donc, Bon, voilà. les gens qui pensent comme toi, qui ont les mêmes valeurs et c'est vraiment les gens que tu choisis, que tu emmènes dans ton cercle Oui, intérieur. Euh, oui, Ça, c'est oui. très, très, très On puissant. dit toujours, on choisit pas ses parents, on choisit pas sa C'est famille, ça. mais on choisit ses amis. Ça, OK. c'est vraiment une croyance que j'avais avant quand j'étais petite et qui devait répondre Oui. justement à une OK. blessure. Yeah. Oui, oui. Non, vous avez bien raison. Je crois que ces questions, ça ne va pas marcher avec toi. Normalement, mon anglais, quand je fais ça, ça va très, très, très vite. En 1 minute, 2 minutes, on est fini. Mais je veux poser quand même, parce que je suis J'ai dit la euh, famille et c'est toi qui étais intrigué. curieux, C'est hein. ça. C'est moi, oui, c'est moi. Mais je comprends très bien le sens dont tu dis. Parce que c'est vrai, deux fois, il y a des gens, même la Bible dit, c'est un frère, c'est un ami qui est plus proche que toi que même un frère. Je vois ça dans l'armée américaine tous les jours. Quelqu'un qui est prêt à prendre, à être fusillé pour moi. Mm, Mon frère naturel, ma soeur biologique, elle ne va jamais faire ça. Mais il y a des gens dans mon service qui sont prêts à le faire pour moi et moi pour eux. Donc, ça, mm. c'est une famille vraiment très, très puissante. On est vraiment liés, quoi. Même au niveau de l'âme. Hein, c'est vraiment puissant, ça. OK. Quelle pratique quotidienne vous aide à rester ancré? Vous faites quoi tous les jours? Alors, pour moi, du coup, le silence. Le, le, Waouh! le, C'est Donc, très bien ça. c'est pour ça aussi que j'ai pas de télé. Mais, Ça, non, mais ça fait partie de votre méditation, ça? oui, alors OK. oui, méditation, mais c'est aussi vivre dans le silence, parce que dire beaucoup de choses, vivre dans le silence. Ça veut dire que je Waouh! suis complète et capable de vivre totalement avec moi-même. Oui. Donc, ça veut dire que Je crois j'ai que soigné et nettoyé beaucoup de choses. on a Donc, besoin de ça aujourd'hui. j'invite les gens qui nous écoutent Oui, à expérimenter le silence, à être le plus souvent possible dans le c'est vrai. silence pour être à l'écoute d'eux-mêmes, C'est ça. et découvrir que finalement, déjà, moi, Oui. c'est souvent ce que je dis, il y a déjà tellement de voix dans ma tête, Trop de distractions, c'est à ça. l'intérieur de moi, qu'à Ouais. l'extérieur, c'est bien que ce soit le silence. Oui, le Oui, silence. je crois que toute la technologie, les téléphones et tout ça, ça mène nos enfants un peu idiots, je crois. Ils ne peuvent plus concentrer, ils ne peuvent plus réfléchir. Wow, OK. Donc, pour finir, lorsque les gens quittent votre présence après avoir lu votre livre, assisté à une conférence ou écouté cette interview, quelle transformation espérez-vous voir naître en eux? Ça, ce sera la dernière.
question? Alors, si je dois répondre en un mot, je dirais la C'est challenging. liberté. La liberté, Comme c'est ça. ça, OK, c'est court. je comprends. Maintenant, je comprends. Donc, j'espère qu'il y avait d'autres questions que tu voulais partager que je n'étais pas posées. Je crois pas, parce on a les 30 minutes plus que le temps qu'on avait. Oui, non, c'est Non? bon. OK. Donc, pour finir, je dois faire ça. Qu'est-ce que nous, on peut faire pour ajouter de la valeur à toi? Non, tu as été ici avec nous pour plus de 90 minutes. Qu'est-ce que nous, on peut faire pour vraiment vous donner de la valeur aujourd'hui? Mmh, et bien, oui, voilà, je vois à l'écran. Ça, c'est mon site, transformation donc, Mhm. dans lequel, bah, vous retrouvez, comment dire? Les propositions dans lesquelles, on peut, collaborer et travailler ensemble et sur lesquelles, dans lesquelles je peux vous accompagner. Il y a également le livre, on en a beaucoup parlé et puis l'esprit communautaire qui vit déjà sur LinkedIn, sur ma chaîne YouTube. Mhm. Donc ça, c'est sur la chaîne YouTube. Je suis en train de mettre, comment dire, une régularité dans les vidéos. Dans l'idée de sortir une vidéo par semaine sur des sujets spécifiques et Mhm. de proposer des mini-modules pour approfondir les sujets. Et puis, voilà, oui, le profil LinkedIn, ça permet d'entrer en contact, de prendre rendez-vous. J'aime beaucoup découvrir les personnes qui viennent commenter sous les posts et me Ouais, connecter avec eux pour découvrir leur univers, pour découvrir leur métier, pour c'est ça. découvrir ce qu'ils vivent. D'ailleurs, c'est comme ça que nous, on s'est Ouais, matchés, qu'on a c'est ça. rencontrés. Donc, Non, je trouve ça vraiment... J'ai beaucoup de gratitude, tu vois, si on doit ouais, clôturer c'est pour ça. revenir au tout début. C'est ça. Gratitude et reconnaissance sur ce qu'on est en Alors, train de vivre ici. on a parlé de ton livre Leadership Conscient, mais tu as un autre livre, on n'a pas parlé de ça. Tu peux nous dire pourquoi les gens doivent acheter ça et lire Le second souffle de vie, chronique d'un chemin d'éveil? Alors, pareil, pour aller très simple et faire très simple, et ça va parler vraiment, là, c'est beaucoup plus spécifique. Mhm. Ça va parler aux personnes qui sont en train de vivre cette phase de vie, les Oui. personnes qui sont en phase d'éveil de conscience, les personnes qui ont vécu des situations très traumatiques, qui sont en burn-out, qui sortent du burn-out. Il y a une Mhm. période très spécifique c'est un processus en fait de petite mort et de renaissance. C'est ce qu'on appelle chez les chrétiens le Saint-Esprit, mais ce que nous on appellerait en pensée libre la deuxième naissance, la naissance de l'esprit. Et Mhm. c'est donc toutes ces personnes qui, à un moment donné de leur vie terrestre, ont l'impression de renaître, ont Oui. l'impression de revivre à elles-mêmes, ont l'impression de connecter avec leur origine. Et c'est un processus très spécifique, c'est une période de vie très spécifique. Oui. Et ce livre, c'est pour ça que ça s'appelle le second souffle de vie, parce que c'est Oui. un peu comme le premier souffle primal, celui de la naissance physique. Ici, Oui. c'est la naissance de l'esprit. C'est la reconnexion avec son âme, avec sa famille d'âme, avec la conscience, avec la pleine conscience, avec le grand tout, en fait. Et donc, ce livre raconte effectivement l'histoire de cette personne Mhm. qui traverse tout, c'est sur 18 mois, en fait, Oui. toute cette période de transformation profonde. Voilà, mais sachant que ça va au-delà quand même de la transformation profonde, c'est vraiment Très cette bien. phase spécifique de naissance de l'esprit, voilà, Voilà. de l'Esprit Saint, de la pleine conscience, de l'éveil. Je dois te dire, mon temps, Nathalie, tu parles à toute l'Afrique aujourd'hui. Marina Da est du Burkina Faso, ou Gadagu, centre Burkina Faso en Afrique. Elle dit, on ne se couvre mieux que lorsqu'on se trouve seul avec soi-même. Le silence est très primordial. Mais aussi, la bonne chose pourquoi je fais ça en direct, dès qu'on est fini dans 2 minutes là, les gens peuvent voir ça tout de suite sur YouTube et sur LinkedIn. Ils n'ont pas besoin d'attendre. Mais après ce soir, ça sera partout sur Apple, Google, Amazon, ça sera partout. Mais aujourd'hui, dès maintenant, sur YouTube et sur LinkedIn. Donc, pour finir, j'aime toujours demander un mentor, pas coach, mais mentor, Nathalie,
de quoi êtes-vous optimistique aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous donne de la joie et de l'espoir? Il y a tellement de chaos et des choses mal qui arrivent au monde, à l'économie, les guerres et tout ça. Mais qu'est-ce qui vous donne de l'espoir ces jours-ci? C'est pareil, en un mot ou je peux en dire Oui, plusieurs? un peu, un peu. Merci encore pour ton temps. Merci beaucoup. Euh, Qu'est-ce qui va c'est vraiment ben, c'est l'humain. Voilà, je vais faire court. Oui, oui, Je vais faire court. C'est l'humain parce que je vois que ça bouge. Je vois que les personnes sont quand même intéressées. Je vois que les personnes sont soucieuses. Je vois que, tu vois, on est là ensemble aujourd'hui. On en discute. Effectivement, on a pris tout ce temps pour en parler. Donc, ça veut dire qu'on est concerné. Ça veut ok, dire que donc l'espoir, c'est l'humain, c'est la transformation de demain, c'est l'humanité, c'est la ouais, communauté, c'est voilà, c'est garder foi en la vie. c'est ça, c'est ça. Voilà, Donc, je peux le dire comme ça. garder une pensée positive. On n'a pas pu parler de tes livres. Peut-être qu'on va faire ça quand on fait la version anglaise à bientôt là. Mais c'est important d'avoir une pensée positive. OK. Donc, pour finir, un mot, cette fois-ci, un tout petit mot. Ça, c'est la dernière question. Un mot qui décrit le temps passé ensemble sur cet épisode, cette émission aujourd'hui. Alors, gratitude, comme je l'ai dit, mais waouh. Conscience. Je suis vraiment merci parce que Merci. parce qu'il n'y a pas beaucoup de podcasts qui donnent la possibilité d'aborder le leadership sous l'angle de la pleine conscience. Et vraiment merci. Merci de merci beaucoup. pouvoir ouvrir la parole sur cet angle-là. Merci. Ça, c'est beaucoup de mots. OK, moi, un mot, c'est très merci aussi. Je suis tellement remerciant que vous avez pris le temps pour nous parler. Et vous avez donné 42 minutes de plus. Donc, merci beaucoup. Mais tu as vraiment beaucoup à dire, mon temps, Nathalie. Tu dois traduire tes 2 livres en anglais tout de suite. Parce que les anglophones doivent connaître ce que tu veux dire. Je crois que c'est très courageux. Et puis, ça peut causer aux gens à penser un peu différemment pour changer un peu la manière dont on pense, et je crois à mettre le monde un mieux meilleur, comme vous avez dit au début. C'est vraiment très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay. Au revoir. Au revoir. Merci. And for everybody, we will be back in about an hour. We're going to do this in English, okay? So this was in French, my native language. We're going to come back and do this in English so everybody can understand what in the world we talked about. The book was Leadership conscient leadership, monter en compétence, devenir un visionnaire, become more skilled at being a leader and become a visionary. So this is it for now. Later today, I am going to be speaking to Kim Palermo about Indoctrination 365, which is a book she wrote, The Story America Never Fully Told. And then I will also speak to a very special person, top 1% of enlisted in the U.S. Army. That's CSM Yolanda Mary Tate, U.S. Army retired. We're going to be talking about the command method. She just wrote a best-selling book, Command, Leading Through AI Disruption with Clarity. So that's going to happen today. Thanks again for watching, and bye for now. Thank you for tuning in to the Leadership and Success Podcast with your host, Coach BZ. If today's episode added value to your leadership journey, be sure to subscribe, share, and join us again for more wisdom nuggets on how to lead better and achieve greater success. Remember, leadership is the most critical skill of our time. The world will always need leaders to inspire others, drive innovation, and execute meaningful strategy. So why not count yourself among the bold leaders shaping the 21st century? Until next time, stay inspired, stay committed, and keep leading with excellence.